Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Il est souvent difficile de mesurer la portée historique de certaines déclarations au moment où elles sont prononcées. À cet égard, l'avenir nous dira comment se situent les propos tenus hier en Haute-Volta par le président Pompidou. On peut dire en tout cas qu'il a été très ferme pour définir, telle qu'elle se présente actuellement, la coopération entre la France et les pays d'Afrique. L'acheminement des films de Ouagadougou à Paris fait que nous avons reçu seulement cet après-midi les premières images de la visite officielle du président de la République en Haute-Volta. Aujourd'hui, nos deux peuples ont choisi librement de discuter, de négocier, bref, de coopérer dans un climat de parfaite égalité et de profonde estime. Le mérite en revient au peuple français, qui aura répondu sans équivoque au message de dépassement et de grandeur auquel le conviait le général de Gaulle. Il nous aura été ainsi épargné de connaître les soubresauts et les drames humains de la décolonisation. En ce moment, encore où tout n'est pas partout dénoué, nous mesurons cette chance historique de la France et de l'Afrique. Volonté d'autonomie financière, affirmation de sa souveraineté internationale, n'est-ce pas la preuve que dès le premier jour de son indépendance, votre pays manifestait le souci d'en revendiquer toutes les responsabilités, tous les droits et toutes les obligations? Je puis vous affirmer, et j'étais bien placé pour le savoir, que le général de Gaulle voyait les choses ainsi, en menant à son terme, en 1960, l'entreprise dont il avait fixé les grandes lignes le 30 janvier 1944 à Brazzaville, et qui devait amener les peuples d'Afrique à s'ériger en État souverain. Le plein exercice de votre souveraineté allait de pair avec la nouvelle tâche qu'il fixait à la France, la coopération. Dans ce domaine, la sagesse nous commande d'être pragmatiques. Le gouvernement français, pour sa part, et il l'a prouvé, est ouvert à toutes les suggestions. Il n'a jamais été dans ses intentions de poursuivre une politique d'aide qui ne serait plus désirée. Monsieur le Président, je vous demande à tous, Mesdames et Messieurs,
de lever votre verre à la santé du président Lamizana, à la santé de Madame Lamizana, au bonheur du peuple voltaïque, à la fraternité de la France et de la Haute-Volta. C'était le compte-rendu de la première journée du voyage du président et de Madame Pompidou en Haute-Volta. Ce matin, le président Pompidou et le général Lamizana ont eu un deuxième entretien en tête-à-tête, tandis que de son côté, Madame Pompidou visitait le marché central de Ouagadougou. L'actualité politique, sociale et économique en France. Le menu de ce soir est copieux. Commençons par un projet de loi qui a été adopté cet après-midi à l'Assemblée nationale et qui intéresse les jeunes à la recherche d'un travail aussi bien rémunéré que possible. C'est M. Edgar Faure, ministre d'État chargé des Affaires sociales, qui a présenté aux députés les avantages de la prime de mobilité. François Gault, vous dites de quoi il s'agit. Vous habitiez Mulhouse. Oui. Avez-vous recherché un emploi sur Oui, Mulhouse? j'ai recherché un emploi, oui. Oui. Vous êtes-vous adressé à l'Agence nationale pour l'emploi de Mulhouse? Enfin, oui, j'ai adressé à l'Agence nationale de l'emploi, mais on n'a rien trouvé parce que j'ai 16 ans et c'est presque impossible à Mulhouse. Au cas où vous me trouveriez quelque chose du côté de Bordeaux, par exemple, je ne vois pas du tout la possibilité vis-à-vis de mes parents. Pour l'instant, ce serait très difficile. Oui, bien sûr, mais enfin, je crois que l'emploi, malgré tout, est une grande partie de votre avenir et il faudra peut-être songer à la mobilité avec le temps. Hein. Chaque année, environ 600 000 jeunes achèvent leur scolarité et partent à la recherche d'un premier emploi. Or, trouver un premier emploi, c'est dans certains cas une opération bien difficile. La prime de mobilité va aider matériellement les jeunes demandeurs d'emploi à se déplacer d'une région à une autre pour occuper enfin ce premier emploi. Cette prime existe depuis 1963 pour les travailleurs privés d'emploi, pour tous ceux qui sortaient des stages de FPA, de formation professionnelle des adultes, mais elle n'était pas encore possible pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail sortant de leur scolarité. Donc la nouveauté de ce projet, c'est effectivement que tous les jeunes pourront effectivement toucher cette prime. Ce n'est pas un texte de circonstance, il s'intègre dans une législation déjà assez avancée en matière d'emploi, de formation professionnelle, de formation continue. Il y avait dans notre législation, pourtant assez complète, une lacune, celle qui touchait les jeunes qui n'avaient pas encore fait le service militaire ou pour les jeunes filles qui étaient dans une région où il n'y avait pas d'emploi féminin. Pour tous ces jeunes, maintenant, la lacune est comblée par cette loi. C'est une loi, je crois, qui est bonne. Et en matière sociale, il vaut mieux être l'inspirateur des autres. Je crois que la France, qui a été la première à voter ce texte pour les jeunes, va être imitée par ses partenaires européens. À présent, deux informations pratiques. D'abord, le montant de cette prime. Il serait supérieur à 900 francs et il s'accompagnera d'une prime de déménagement fixée à 150 francs. Ensuite, son application, elle interviendra vraisemblablement le 1er janvier 1973, après un décret en Conseil d'État. Et au total, pour la première année, environ 20 000 jeunes vont directement bénéficier de cette prime de mobilité pour le premier emploi. À travail égal, salaire égal. C'est une revendication des femmes dont on a déjà parlé, mais qui n'est pas souvent appliquée, il faut bien le dire. Or, les députés se sont penchés sur cette injustice cet après-midi, Alain Fernbach. Et il termine en ce moment la discussion sur ce projet de loi qui sera voté d'un instant à l'autre, sans doute sans opposition, par l'Assemblée nationale. Alors, on pourrait résumer ainsi les débats de cet après-midi. À travail égal, salaire égal, c'était hier un slogan revendicatif, c'est maintenant une loi. Cette loi concerne des millions de femmes, car les femmes qui travaillent sont 37% de la population active. Et ce sont trois femmes qui ont animé cet après-midi à l'Assemblée nationale le débat. Madame Vaillant-Couturier, communiste, Madame Tom-Patnaud, radicale, et Madame Troisier, UDR. Nous vous avons parlé longuement déjà de cette loi. Rappelons seulement ce soir les principaux buts. Le but de cette loi est d'apporter aux femmes une justice sociale et d'en finir avec les salaires dits d'appoint. Le texte imposera donc à tous les employeurs la formule « pour un travail égal, un salaire égal ». De plus, les femmes devront être classées dans les mêmes catégories professionnelles que les hommes. Enfin et surtout, car il ne suffit pas de voter une loi, il faut aussi qu'elle soit appliquée, les inspecteurs du travail et de la main-d'œuvre ainsi que les officiers de police judiciaire seront habilités à constater les infractions et il y aura des sanctions contre les employeurs qui seront pris en infraction. Enfin, M. Edgar Faure
a rappelé que cette loi faisait partie du train de loi sociale présenté par M. Messmer le 3 octobre dernier et a assuré les femmes que le gouvernement serait très vigilant sur son application et pour qu'en aucun cas ce texte ne puisse se retourner contre elle. Après les députés, c'était au tour des sénateurs de commencer cet après-midi l'examen des crédits budgétaires. Un incident tout à fait inattendu a marqué l'ouverture de la séance. Le président du Sénat, M. Poher, a protesté solennellement contre l'absence du ministre de l'Économie et des Finances, M. Giscard d'Estaing. Écoutez plutôt M. Poher. Il est de mon devoir de m'étonner, du haut de cette tribune, de l'absence inadmissible de M. Giscard d'Estaing, le ministre de l'Économie et des Finances ne peut ignorer que le vote du budget de l'État est la prérogative fondamentale des assemblées démocratiques. Pour donner à notre protestation un caractère plus solennel, je suspends la séance pendant 5 minutes. Il faut préciser que M. Giscard d'Estaing avait adressé une lettre au président Poher pour expliquer son absence. Il est aujourd'hui à Brazzaville, où il assiste à une conférence monétaire africaine. Donc, après cette suspension de séance, le débat budgétaire s'est ouvert normalement. 2 orateurs ont parlé à la tribune du Sénat. D'abord, le rapporteur général, M. Coudet du Foresto, puis M. Tétinger, le secrétaire d'État au budget, qui remplaçait précisément M. Giscard d'Estaing. Écoutez d'abord M. Coudet du Foresto. Si nous voulions caractériser en quelques mots notre situation économique, financière et monétaire, nous pourrions l'analyser comme une économie extérieure ayant retrouvé un bon équilibre, avec toutefois des distorsions internes de son commerce, une expansion la plus forte d'Europe, une situation financière améliorée, au point de nous valoir, malgré quelques déboires quant à sa balance des paiements, des réserves de devises appréciables, et nous tenons à le porter à l'actif du ministère de l'Économie et des Finances. Comment se fait-il que tout cela soit compromis par l'impuissance à maîtriser une inflation ayant pris une tournure accélérée au cours des derniers mois et obligeant le gouvernement à des mesures qui risquent de remettre en cause les succès que je viens d'évoquer? Je pense pouvoir ranger dans ces mesures énergiques celles concernant le relèvement de 15 à 33% des réserves obligatoires des banques et les restrictions apportées au crédit à la consommation et au logement. Quant au blocage des salaires et des prix, il est exact que cette arme soit redoutable et qu'elle ne produise pas toujours les effets escomptés. Mais dans une période éminemment troublée comme celle que nous vivons, peut-être doit-elle être adoptée, ne serait-ce que pour doubler le cap difficile. L'État se doit, dans ses décisions relatives aux recettes et aux dépenses publiques, de donner l'exemple d'un comportement conforme aux exigences de la situation économique. Indépendamment des incidences de ses masses et de son solde sur les équilibres généraux, le budget a en effet valeur de signal, de repère pour l'ensemble des agences économiques. L'État n'est crédible dans les recommandations qu'il adresse aux partenaires sociaux que dans la mesure où il s'applique à lui-même ses propres recommandations. C'est, je crois, ce qu'a fait le gouvernement dans le texte qu'il vous propose d'adopter. Dans notre monde en rapide mutation, vous y avez fait allusion, monsieur le rapporteur général, un bon budget doit faire place aux priorités et aux actions nouvelles qui répondent aux aspirations d'une société naturellement impatiente de progrès et de justice sociale, impatiente d'accéder à un niveau de vie matériel et intellectuel sans cesse amélioré. J'en parle. C'est cette marge qui fait qu'un budget est un budget novateur. Le budget de 1973
le sera. Discours politique de M. Messmer ce matin devant les membres du bureau politique du groupe UDR de l'Assemblée. Ce n'est pas le Premier ministre, mais le chef du principal parti de la majorité qui a parlé. Devant le bureau politique de l'UDR à l'Assemblée, M. Messmer a lancé un solennel appel à l'unité et à la cohésion de la majorité. Faisant allusion aux récentes déclarations de M. Christian Fouché, M. Messmer a été extrêmement ferme. Personne, a-t-il dit, a le droit de s'abriter derrière le nom du général de Gaulle. Personne n'a le droit d'user de son nom et de sa pensée. Mon gouvernement, a-t-il ajouté, pratique l'ouverture, mais en aucun cas l'abandon. Notre règle d'or doit être l'union fait la force, union pour faire face à un grand danger, le gouvernement communiste, pour faire face aussi à un autre danger secondaire peut-être, le soi-disant mouvement réformateur qui souhaite obtenir à l'Assemblée nationale un groupe charnière dans le but de revenir à la 4e République, au régime d'Assemblée. Les déclarations du Premier ministre ont été chaleureusement accueillies, même par quelques députés que certains disaient déjà plus proches de M. Fouché que de M. Messmer. Ensuite, au cours d'un déjeuner organisé par le groupe Réalité et Entreprises, le Premier ministre s'est trouvé face à 240 chefs d'entreprise et dirigeants syndicaux. Parmi les thèmes abordés, un sujet d'actualité, l'inquiétante montée des prix. Pour lutter contre l'inflation, pas de blocage des prix et des salaires, a annoncé M. Messmer, mais après les mesures sur le crédit, on peut porter la clé à molette sur de nouveaux écrous si cela s'avérait nécessaire. Enfin, le Premier ministre a abordé les grands thèmes de la politique sociale du gouvernement, en particulier la politique contractuelle. Aussi bien pour la fonction publique que pour les entreprises nationalisées, je crois qu'un des progrès très importants qui ont été enregistrés les dernières années, c'est cette politique contractuelle qui a permis de rapprocher les hommes et de trouver un certain nombre de solutions à des problèmes qui étaient l'occasion de conflits. Je sais que ces négociations sont difficiles. Nous en avons une avec les potasses d'Alsace en ce moment dont on ne peut pas dire qu'elle se passe sans grincement. Nous en aurons bientôt avec la SNCF et avec EDF. Je ne saurais imaginer qu'elle soit extrêmement facile. Dans ce type de négociation, nous sommes dans un sport où l'idéal est que le match ne soit pas un match avec vainqueur ou vaincu, mais un match nul, parce que s'il y a un vainqueur ou un vaincu, en fin de compte, personne n'y gagne rien. La collectivité ne peut y gagner que lorsqu'il y a un accord et que cet accord est loyalement exécuté et bien respecté de part et d'autre. L'actualité sociale, c'est M. Messmer lui-même qui vient d'ouvrir la rubrique. Deux conflits qui durent depuis plusieurs semaines se sont encore durcis aujourd'hui en province. Aux usines Berliet, d'abord, à Vénissieux, les ouvriers ont cessé le travail ce matin pendant 2 heures pour participer à un meeting. Ils devaient accompagner en fin d'après-midi leurs 11 collègues que la direction de Berliet avait fait citer devant les prud'hommes. D'autre part, aux mines de potasse d'Alsace, la nouvelle séance de discussion entre les syndicats et la direction a tourné court ce matin. Les représentants des grévistes se sont retirés au bout d'une demi-heure seulement. Pour la 3e fois depuis le début du conflit qui touche les mines de potasse d'Alsace, les négociations ont été rompues aujourd'hui entre la direction des mines et les représentants des syndicats. Depuis hier matin, les conversations ont porté sur un projet d'accord salarial pour 1973. Aux propositions de la direction, l'intersyndicale a de nouveau opposé ses revendications. Elles ont été rejetées ce matin par la direction qui considère ces contre-propositions comme inacceptables d'un strict point de vue financier. Demain matin, à la suite de ce nouvel échec, un meeting doit réunir les quelques 8000 salariés des potasses d'Alsace. Sur le carreau des mines, ils décideront probablement de suivre le mot d'ordre de leur syndicat, autrement dit, la poursuite de la grève. À Fos-sur-Mer, les chantiers de la zone industrielle sont presque entièrement paralysés. Une nouvelle grève vient d'éclater qui concerne cette fois 8000 ouvriers de 2 grandes entreprises chargées de l'exécution des travaux. Mécontentement chez les étudiants en médecine du premier cycle. Pour protester contre le principe de la sélection, plusieurs dizaines d'entre eux ont entrepris une grève de la faim à Paris, à Montpellier et à Clermont-Ferrand. À la SNCF, là, M. Messmer exprimait quelques inquiétudes tout à l'heure, mais cela semble s'arranger. En tout cas, pour essayer de sortir les négociations de l'impasse, la direction vient de proposer aux fédérations de cheminots, qui ont accepté,
d'avancer leur prochaine rencontre du 1er décembre au 24 novembre, c'est-à-dire vendredi prochain. C'est ce jour-là que les syndicats ont choisi pour manifester devant le siège de la direction à Paris. Ils n'ont pas encore dit s'ils lèveraient cette manifestation. Décidément, nous en parlions tout à l'heure à propos de l'UDR, la préparation des élections législatives s'accélère au sein de la majorité. Cette perspective a été en effet le thème central des discussions cet après-midi du comité directeur du Centre Démocratie et Progrès. On y a parlé notamment des sondages publiés hier sur les intentions de vote des Français. Quelques commentaires de M. Joseph Fontanet, qui est aussi, vous le savez, le ministre de l'Éducation nationale. Écoutons M. Fontanet. Ces sondages, quelles que soient les variations que l'on puisse remarquer de l'un à l'autre, prouvent en tout cas une chose, c'est que la compétition se déroulera essentiellement entre l'union des gauches d'une part et d'autre part la majorité actuelle. Les tentatives de constitution d'une troisième force ne rallient qu'une proportion très minoritaire des électeurs. Cela donne par conséquent une responsabilité particulière à la majorité et plus particulièrement à l'aile centriste que constitue le CDP. Car la force d'une coalition au moment d'une élection dépend de l'attrait qu'exerce son aile centriste sur l'électorat. On vient de le voir dans une grande démocratie voisine, comme on l'avait vu il y a quelques semaines aux États-Unis, le CDP qui veut être le fer de lance de la majorité actuelle, l'avancante, comme nous l'avons dit récemment, espère donc jouer pleinement le rôle qui lui incombe dans ces circonstances et s'y prépare. Monsieur Édouard Charret a passé 3 heures ce matin dans le cabinet du juge d'instruction de Lyon, qui instruit l'affaire du proxénétisme. Le député du Rhône n'a pas voulu donner de précision sur la nature de cette audience. Et c'est tout pour l'actualité en France. Au moment où M. Abba Eban souhaitait que 1973 soit une année décisive pour la paix au Proche-Orient, de violents incidents opposaient aujourd'hui les forces syriennes et israéliennes. Le ministre israélien des Affaires étrangères a d'ailleurs expliqué que ces opérations militaires visaient à protéger la frontière du nord d'Israël. Ces images d'archives pour vous situer les lieux et l'importance des affrontements d'aujourd'hui. Pour la 3e fois en moins d'1 mois, le plateau de Golan, le long de la ligne du cessez-le-feu, a été le théâtre de violents affrontements entre Syriens et Israéliens. Les combats qui ont débuté tôt ce matin ont mis aux prises l'artillerie, les chars et l'aviation. Selon Tel Aviv, 6 avions syriens ont été abattus. De son côté, Damas affirme que ses pilotes ont touché 2 appareils israéliens. Au sol, on a assisté à la première grande bataille de chars depuis 1970. Tel Aviv annonce avoir détruit 14 chars et réduit au silence 5 batteries. Pour sa part, un porte-parole syrien a annoncé que 14 chars israéliens avaient été endommagés. Par ailleurs, Damas rapporte qu'un certain nombre de femmes et d'enfants ont été tués au cours de cet affrontement. Ce n'est sans doute qu'une coïncidence, mais 2 conférences capitales pour l'avenir de l'Europe vont se dérouler presque simultanément à Genève et à Helsinki. À Genève, les Soviétiques et les Américains ont repris cet après-midi leur conversation sur la limitation des armements stratégiques. Et cela intéresse non seulement l'Europe, mais le monde entier. À Helsinki, 34 pays, dont la France, vont préparer à partir de demain la grande conférence européenne de sécurité et de coopération. Dans un premier temps, les ministres des Affaires étrangères de la communauté des 9 se sont réunis à La Haye, aux Pays-Bas, pour s'efforcer d'adopter une attitude commune. Didier Hadès était à La Haye. Il est bien évident que ce n'est pas en 5 heures, ce qu'a duré en fait cette conférence, que les ministres des 9 ont pu approfondir les choses. Pourtant, cette réunion a eu le mérite de préparer la conférence Helsinki qui s'ouvre demain, où il n'est pas question que les Européens se présentent sous la forme d'un bloc. Monsieur le ministre, ça y est, les 9 ont pris l'habitude de coopérer et de discuter réellement. C'est absolument vrai, il suffit de voir la manière dont nous abordons les conversations préparatoires à la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et dont nous aborderons la conférence elle-même. Vous savez que pour nous, cette conférence est une réunion de 34 pays, souverains, indépendants, égaux, quel que soit leur système social, quel que soit leur régime, quelle que soit leur appartenance ou leur non-appartenance à un bloc militaire. D'où la différence essentielle entre la coopération à 9 des membres d'une communauté économique européenne, dont l'objet est le bien-être des Européens, qui est une institution irréversible, et d'autre part l'Alliance Atlantique, qui a répondu à une menace, qui a un caractère essentiellement militaire, qui n'est pas une institution et qui est un bloc. Les 9
font donc préciser les différents points qu'ils souhaitent voir inscrire à l'ordre du jour de la conférence de sécurité. Dans le domaine politique, ils souhaitent voir inscrits les principes devant régir les relations entre États européens, c'est-à-dire la question des frontières et de la non-ingérence dans les affaires intérieures des États. Ils souhaitent aussi voir inscrire la libéralisation des échanges des idées et de la circulation des hommes. Au plan économique, le marché commun retrouvera sa force. Dans le domaine où elle est compétente, la Commission sera représentée et les 9 parleront d'une seule voix. Reste le plan militaire. La France et ses partenaires n'ont pas tout à fait la même conception et ne sont pas tout à fait d'accord sur la différence à faire entre la conférence européenne de sécurité et la réduction équilibrée des forces en Europe. Un problème qui sera sûrement soulevé à Bruxelles au mois de décembre lors de la prochaine réunion de l'OTAN. La Haye, 24 heures sur la une. M. Kissinger n'est plus le mystérieux diplomate, l'homme invisible des négociations de Paris sur le Vietnam. Il n'a pas cherché à se cacher à midi pour déjeuner dans un restaurant de la rue Boissy-d'Anglas en compagnie d'une ravissante jeune femme blonde. C'est un détail, direz-vous, mais un détail qui semble prouver que l'atmosphère, depuis la reprise des entretiens, s'est nettement détendue. C'est en tout cas dans une villa de Gif-sur-Yvette dans l'Essonne que se réunissent depuis hier M. Kissinger et les négociateurs nord-vietnamiens, un document filmé par la CBS. Après un déjeuner léger dans un restaurant de la rue Boissy-d'Anglas, Henry Kissinger est arrivé à Gif-sur-Yvette vers 3 heures de l'après-midi, dans une villa qui n'a plus de secrète que le nom. Une fois de plus, le représentant de M. Nixon et M. Leducto se sont enfermés pendant quelques heures pour régler les derniers points qui les opposent avant un cessez-le-feu. Parmi les écueils qu'ont à surmonter les deux négociateurs, subsistent les positions de chacun de leurs alliés, le GRP pour M. Leducto et le gouvernement Sud-Vietnam pour M. Henry Kissinger. À ce sujet, le président Thieu aurait fait remettre à M. Nixon un message qui précise clairement la position de son gouvernement. Celle-ci porte sur 4 points. Retrait du Sud-Vietnam des forces nord-vietnamiennes, cessez-le-feu dans toute l'Indochine, respect de la zone démilitarisée, définition claire et nette du rôle du Conseil national de concorde et de réconciliation nationale. Ce sont probablement les derniers points à régler entre M. Leducto et M. Kissinger. Mais 2 éléments peuvent laisser espérer une issue prochaine aux négociations actuelles. La facilité avec laquelle les plus secrets des diplomates se sont laissés découvrir, eux qui jusqu'à maintenant avaient si bien su s'isoler, et l'atmosphère de détente qui se traduit par le sourire de M. Kissinger et celui de M. Leducto. Il n'y aura pas de séance de discussion demain à Gif-sur-Yvette. J'apprends en effet que M. Kissinger va se rendre à Bruxelles pour y rencontrer de hautes personnalités indonésiennes. L'Indonésie, vous le savez, est un des pays qui pourrait faire appliquer un accord général au Vietnam. Depuis l'entrée de la Grande-Bretagne dans le marché commun, les échanges se multiplient entre la France et l'Angleterre. Et d'abord, en ce qui concerne le tourisme. Alors pour inciter nos voisins d'outre-Manche à venir plus nombreux en vacances en France, tous les moyens sont bons. Voyez par exemple ces spots publicitaires que peuvent voir depuis quelque temps les téléspectateurs britanniques. Love France. 4,000 beautiful faces. For holidays all over France, send for your copy of The Traveller in France. Then, love France. What do you think about this film? Oh, je l'aime beaucoup. Il donne une très bonne image de la France. Oui. Vous êtes déjà allé en France? Oh oui, 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 oui. Mais je vais aller encore une fois, peut-être aujourd'hui. Qu'est-ce que vous appréciez le plus en France? Oh, les plages, les Français, oui, et la bonne cuisine, et les places pittoresques. With the hotels and various chateaux you can visit from tour and excursions you can do. I see. Well, thank you very much indeed. La clientèle britannique est une clientèle qui nous semble extrêmement intéressante. C'est une clientèle qui voyage hors saison. Or, vous savez qu'en France, quand on voyage en juillet et août, tout est rempli, et que les Anglais, eux, ont pris la bonne habitude de voyager dès juin, même parfois beaucoup plus tôt.
Dans un grand magasin londonien, on associe volontiers les sports d'hiver aux stations françaises. Ils recherchent des terrains de camping qui sont ouverts l'hiver. C'est extrêmement curieux de le constater, car il est un fait que la majorité des terrains français étant fermés, l'hiver, ils ont des problèmes lorsqu'ils traversent la France ou lorsqu'ils se rendent dans des stations de caravanège, par exemple. Oui, les Anglais souhaitent venir en vacances en France. Ces employées françaises à Londres reçoivent en moyenne 2000 lettres par jour auxquelles elles répondent le jour même, en envoyant chaque année des milliers de dépliants français. Pas de nouvelles de dernière minute. Jacques Hébert vous présentera les prochaines informations vers 23h40. Bonne soirée à tous.